Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis avec Alban de vous retrouver cet après-midi pour la présentation de ce webinaire sur l'auto-entrepreneur. Simplement quelques petites informations. Donc Alban sera aux manettes pour répondre à toutes les questions que vous allez poser par chat. Bien évidemment, ce webinaire pourra être revu en replay à partir de demain, très certainement, sur le site du SME. Et puis, vous pourrez retrouver notre présentation également sur notre stand virtuel de l'URSSAF pour pouvoir aller consulter plus tranquillement ce webinaire. Nous allons commencer donc par une présentation de l'auto-entrepreneur et se suivra après à 16 heures un webinaire aussi qui sera animé par Monique Santé de l'Union des auto-entrepreneurs qui, elle, vous parlera beaucoup plus de l'organisation de votre activité, ce qui fait que ces deux webinaires vont en fait se compléter et je vous conseille, si vous en avez la possibilité, de pouvoir regarder les deux en direct ou en replay. Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de l'URSSAF pour vous dire que le réseau des URSSAF, en fait, garantit le financement de la protection sociale et du modèle social en France. Le fait de devenir chef d'entreprise, cela veut dire que vous allez vous constituer votre propre protection sociale et que nous sommes là, bien évidemment, pour encaisser le produit, les cotisations que vous allez payer sur votre activité, encaissement que nous allons reverser vers tous les organismes prestataires qui vous permettront d'avoir des prestations sociales, puisque le but de payer ces cotisations, c'est que vous puissiez en bénéficier quand vous en aurez besoin, et on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Avant de commencer et d'aller plus profondément vers le statut auto-entrepreneur, quand vous êtes en freelance et selon l'activité que vous allez créer, il se peut que vous ne puissiez pas être auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que vous pouvez relever de la Maison des artistes ou de la GESA. En fonction de votre activité, alors la Maison des artistes, on va être plus sur, bien évidemment, la création de tableaux, d'illustrations, d'estampes, mais ça pourra aussi être la création de graphistes, concepteurs d'images, qui vont faire une création et vendre leur création, en fait, par exemple, à une agence qui, elle, pourra en faire des déclinaisons par la suite. Dans ce cas-là, à partir du moment où c'est reconnu par la Maison des artistes comme étant une activité qu'il gère, vous ne pourrez pas être auto-entrepreneur et vous dépendrez bien de la Maison des artistes. Il y a des activités qui ont été englobées dans le fait de pouvoir rester à la Maison des artistes si on crée un certain nombre de tableaux, de graphismes, de créations uniques. C'est si vous donnez, par exemple, des cours qui, dans votre atelier ou dans l'atelier d'un autre artiste, toutes ces activités-là ont été intégrées dans le fait de rester à la Maison des artistes. En ce qui concerne la GESA, on est plus, bien sûr, sur des droits d'auteur, alors que vous pouvez avoir en étant photographe ou écrivain, illustrateur, quand ça passe par la voie de l'édition. Mais dans certains cas, vous ne relevez pas de ces organismes et pour cela, vous pouvez créer une activité auto-entrepreneur. Je prends l'exemple toujours des graphistes, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu comme les photographes qui peuvent être rattachés à plusieurs centres de formalité ou à plusieurs organismes. Pour les graphistes, ce sont des prestations graphiques techniques qui relèvent, comme vous le voyez, du domaine de la production commerciale pour un produit fini que vous pourrez vous-même faire sous plusieurs formes, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi par exemple, si vous travaillez pour un client et que vous lui faites sa création, mais qu'après vous allez le décliner sur du print ou sur des objets publicitaires ou sur des panneaux ou sur des réseaux sociaux ou sur des sites internet, dans ce cas-là, vous ne relèverez pas de la Maison des artistes. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous avez un doute, d'abord, vous aurez les liens que vous pourrez voir et vous pourrez aller vérifier l'ensemble des activités qui sont rattachées à l'un de ces organismes. Si vous ne dépendez pas de la Maison des artistes et de la GESA, vous pouvez être auto-entrepreneur. Si les activités que vous exercez sont rattachées à la Maison des artistes ou à la GESA, vous n'avez pas le choix, vous devez être rattaché à la Maison des artistes.
Vous avez cependant une alternative entre les deux, c'est éventuellement la coopérative Smart. Alors, je vous laisserai y aller parce qu'aujourd'hui, on va plus parler de l'auto-entreprise et on n'ira pas plus loin là-dessus. Mais Smart, c'est une coopérative qui vous permet en fait de ne pas créer d'activité, ni à la Maison des artistes, ni en tant qu'auto-entrepreneur, ni être rattaché à la GSA, mais qui vous permet, par le biais du SIRET de la coopérative, de facturer et d'avoir aussi une certaine certitude de paiement des factures que vous avez faites, même si ce n'est pas sous votre numéro SIRET, avec bien sûr des frais de gestion, etc. Mais je vous laisserai aller consulter le site. Ça peut être une alternative qui peut être intéressante dans certains cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'URSSAF recouvre énormément de cotisations et de contributions sociales. C'est le cas pour tous les salariés du régime général, c'est le cas pour les travailleurs indépendants. Et depuis l'année dernière, c'est également le cas pour les artistes-auteurs. Ce qui fait que quand vous devenez artiste-auteur, si vous êtes rattaché à la Maison des artistes, votre centre de formalité des entreprises sera l'URSSAF. C'était déjà l'URSSAF, mais ça continue à être l'URSSAF. Donc, il faudra que vous créez votre activité, même si vous êtes rattaché à la Maison des artistes, sur le site cfe.ursaf.fr. En ce qui concerne le recouvrement de vos cotisations, puisque maintenant c'est auprès de l'URSSAF que vous allez le faire, vous avez un site dédié qui est un site que vous pourrez retrouver là aussi en ligne et qui est sur le site ursaf.fr dans les espaces dédiés spécifiques qui s'appelle artiste-auteur.ursaf.fr, en sachant que vous allez payer des cotisations d'assurance maladie, de vieillesse, de CRDS et de contribution à la formation professionnelle qui représente environ 16,20% de votre bénéfice, plus 15% parce que c'est un calcul un peu particulier, on n'y reviendra pas là-dessus. Si par cas, vous n'avez pas le montant suffisant pour vous ouvrir des droits, notamment pour valider des trimestres de retraite ou pour des indemnités journalières, pour valider des droits, il faut en fait que vous puissiez cotiser sur un certain montant qui correspond à 9 225 € en 2021. En fait, c'est 900 fois le prix horaire du SMIC. Si vous n'atteignez pas ce montant et si vous souhaitez quand même avoir une protection sociale au titre des indemnités journalières et des trimestres de retraite, vous pouvez opter pour ce que l'on appelle la surcotisation. C'est-à-dire, je prends un exemple, hein, vous gagnez 6 000 € peut-être dans l'année, et ben, vous pouvez demander à cotiser sur ces fameux 9 225 € pour justement pouvoir valider des trimestres de retraite et des indemnités journalières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'URSSAF, il y a une seule URSSAF qui va gérer l'ensemble des artistes-auteurs de la métropole ainsi que des DOM, et c'est l'URSSAF Limousin. C'est pour ça que je vous ai mis l'interlocuteur en lien sur le diaporama. Vous pourrez faire également des simulations sur le site que l'on a développé avec les services numériques de l'État qui s'appelle mon-entreprise.fr, où vous avez un certain nombre de simulateurs, dont un simulateur pour les artistes-auteurs. Ça vous permettra d'avoir des informations et une idée des cotisations que vous pourriez payer. Et puis, vous aurez un autre organisme auprès duquel vous devrez payer des cotisations, ça sera l'IRSEC pour votre retraite complémentaire, qui là aussi a des particularités parce qu'en fonction du montant que vous allez gagner et en fonction de ce que vous voulez également avoir, vous avez plusieurs options pour payer votre retraite complémentaire. Voilà, je voulais juste faire cette petite aparté sur les artistes-auteurs, mais ça me semblait important de vous le dire, puisqu'en fait, ce n'est pas un choix, on n'est pas par choix ou artiste-auteur ou on crée une activité auto-entrepreneur, mais c'est bien en fonction de l'activité que l'on va exercer, que soit la Maison des artistes ou les AGSA vont dire bah non, vous dépendez de nous, soit vous ne dépendez pas de ces deux organismes et à ce moment-là, vous pouvez créer votre activité auto-entrepreneur. On va arriver maintenant sur plus précisément l'activité auto-entrepreneur et sur les interlocuteurs que les travailleurs indépendants ont depuis début 2020, puisqu'il y a eu une bascule vers le régime général, notamment complète pour les artisans, les commerçants et les professions libérales non réglementées. Alors, dans les professions libérales non réglementées, notamment les graphistes feront partie de cette catégorie, de ce public-là. Vos interlocuteurs seront donc l'URSSAF, ça ne change pas beaucoup, qui recouvrera vos cotisations et votre site sera bien le seul site
officiel qui est auto-entrepreneur.ursaf.fr. Faites bien attention quand vous y allez de voir URSAF au milieu. C'est le seul site qui ne vous demandera ni adhésion, ni participation financière, etc. C'est le seul site aussi sur lequel vous aurez votre compte en ligne pour pouvoir faire vos déclarations, vos paiements, visualiser votre compte et échanger avec nous. En ce qui concerne la santé, vous allez rester à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la CRAMIF si vous êtes sur Paris pour tous les remboursements liés à la maladie, et vous aurez un compte que vous avez peut-être déjà ouvert et que je vous conseille d'ouvrir si ce n'est pas le cas sur amélie.fr. Même chose pour la retraite, c'est la CARSAT, l'assurance retraite, qui va être votre organisme pour la retraite de base et la retraite complémentaire. Et là aussi, je vous conseille de créer un compte, si ce n'est pas déjà fait, sur l'assurance-retraite.fr et de faire éventuellement, si vous avez déjà eu une carrière professionnelle antérieurement, et notamment si vous étiez salarié, de faire un point sur tous les trimestres de retraite qui ont déjà été validés jusqu'à aujourd'hui, pour voir si éventuellement il y a des problématiques, de pouvoir les résoudre le plus rapidement possible. Simplement, je fais une petite précision, c'est-à-dire que si vous étiez une profession libérale réglementée, alors je ne sais pas si peut-être quelqu'un pourrait dire s'il a l'impression d'être une profession libérale réglementée qui va relever de la CIPAF, puisqu'il n'y a que ces professions libérales qui peuvent être auto-entrepreneurs. Dans la CIPAV, il y a une vingtaine de secteurs d'activité. Ce seront notamment les architectes, ce seront notamment les guides conférenciers, mais aussi, alors en ce moment, évidemment, c'est un peu compliqué, mais les moniteurs de ski, mais c'est juste pour vous donner un peu l'ampleur, ce seront aussi les psychologues, les psychothérapeutes, les diététiciens. Enfin, voilà, il y a une vingtaine de situations et d'activités, excusez-moi, qui vont être rattachées à la CIPAV. Dans ce cas-là, vos organismes seront les mêmes pour les cotisations pour la maladie, URSAF, caisse primaire ou CRAMIF, mais par contre, ce sera bien la CIPAV qui gérera votre retraite de base et votre retraite complémentaire, même si vous paierez la totalité de vos cotisations dans un premier temps à l'URSSAF. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Donc, ça veut dire que, quelle que soit l'activité que vous allez exercer, il va falloir préparer votre création d'entreprise comme si c'était une autre structure juridique. Ce n'est pas parce que les formalités sont plus simples qu'il faut alléger justement toute cette préparation, et je pense que Monique Santé vous en parlera encore plus tout à l'heure. Il y a vraiment toute cette étude de marché, tout ce prévisionnel, tout ce business plan, tous vos prix qu'il va falloir créer, parce que finalement, au bout du compte, quand même, l'intérêt de créer une entreprise, c'est de pouvoir en sortir une rémunération. Et donc, il faut bien préparer toute cette activité-là, toute cette partie-là, pour pouvoir après avoir une entreprise qui va être viable. La particularité de l'auto-entreprise, c'est qu'on est à un régime fiscal qui est le régime de la micro-entreprise, qui a elle-même des principes. On raisonne chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si vous êtes dans de la vente, on va être à 176 200 € de chiffre d'affaires que vous allez pouvoir réaliser sur une année civile complète. Et si vous êtes dans de la prestation de services, que ce soit en BNC, en bénéfices non commerciaux, ou en BIC, en bénéfices industriels et commerciaux, eh bien là, vous ne pourrez pas dépasser les 72 600 €. Sachant que si vous avez une activité mixte, par exemple, c'est-à-dire que vous faites de la vente et vous faites aussi une prestation de service, eh bien, le global ne pourra quand même pas dépasser les 176 200 €, dont 72 600 € de prestations de service. Et si vous commencez en cours d'année, eh bien, il faudra faire une proratisation en fonction du nombre de jours qui restent jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez déjà un exemple là sur le diaporama. Deuxième grand principe, on est en franchise de TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous n'allez pas facturer la TVA à vos clients, mais vous n'allez pas la récupérer non plus sur les achats que vous allez faire. Et ça, jusqu'à certains seuils qui sont de 94 300 € pour la vente ou 36 500 € pour les prestations de services, sachant également que vous avez une tolérance pendant 2 ans. Si vous êtes entre un peu plus de 88 000 € et 94 300 € et entre 34 400 € et 36 500 €, vous pouvez encore rester dans l'auto-entreprise. Néanmoins,
si vous y restez pendant 2 ans, vous serez obligé de sortir de ce régime, comme vous serez obligé de sortir du régime franchise de TVA dès que vous dépassez les 94 300 ou les 36 500 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être obligé de facturer la TVA à vos clients. Cette TVA, en fait, ça va faire quoi? Ça veut dire que vous allez la facturer à vos clients, mais par contre, de l'autre côté, vous allez pouvoir récupérer aussi la TVA auprès de tous les achats que vous allez pouvoir faire. Et ce que vous reverserez à l'administration fiscale, eh bien, ça sera la TVA, ce qu'on appelle la TVA collectée, celle que vous aurez facturée à vos clients. Vous déduirez la TVA qu'on appelle déductible, c'est-à-dire celle qui sera sur les achats que vous aurez faits. Et le résultat de cette soustraction, c'est ce que vous reverserez à l'administration fiscale. Et enfin, les 2 derniers principes, c'est qu'on ne déduit aucune charge et on n'amortit pas de matériel acheté. Une fois qu'on a préparé toute sa création d'entreprise, qu'on est sûr qu'on peut se lancer, eh bien, il va falloir immatriculer votre activité et ça va se faire sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Si vous avez des activités qui sont quand même au niveau du commerce ou au niveau de l'artisanat, eh bien, dans ce cas-là, il faudra, en plus de l'immatriculation, que vous fassiez une inscription au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants et au répertoire des métiers pour les artisans. C'est une obligation de plus par rapport aux activités libérales qui, elles, font leur déclaration sur auto-entrepreneur.ursaf.fr et qui n'ont pas d'autres formalités supplémentaires à faire. Dans certains cas, dans certaines activités, vous pourrez avoir besoin d'une qualification professionnelle qui pourra être soit validée par un diplôme, soit par une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Et il faut savoir qu'il faudra prendre en plus une assurance responsabilité civile professionnelle. Alors là, je parle juste de l'assurance décennale, mais c'est vraiment très spécifique à tout ce qui est bâtiment. Pour le reste, c'est une responsabilité civile professionnelle qu'il est important d'avoir parce que, quel que soit le métier qu'on fait, même si c'est du conseil, on peut toujours avoir quelqu'un qui va ne pas être d'accord ou ne pas être satisfait de ce que vous aurez fait, qui va pouvoir vous dire, ben moi, j'ai fait appel à vous parce que je voulais du conseil, je voulais une meilleure visibilité, je voulais être sur les réseaux sociaux, je voulais être plus en avant, tout ça, et je m'y retrouve pas. Au contraire, j'ai perdu du chiffre d'affaires, au contraire, j'ai une image qui a été détériorée et je vous accuse de ça. Eh bien, c'est grâce à cette assurance que vous pourrez avoir une défense en tout cas. Bien sûr, dans un premier temps, il faudra essayer de faire à l'amiable avec le client qui pourrait être mécontent. Soit vous trouvez cette solution à l'amiable, soit vous aurez encore une solution entre deux qui sera, si vous vous adressez à des particuliers, avec un médiateur de la consommation, puisque si vous travaillez pour des particuliers, il faudra que vous choisissiez un médiateur de la consommation sur la liste qui est en ligne ici aussi sur le diaporama, qui lui essaiera de trouver encore, d'essayer de résoudre à l'amiable la problématique qu'il peut y avoir entre vous. Et si vraiment il n'y a pas de solution à l'amiable, eh ben, c'est là que l'assurance responsabilité civile pourra prendre le relais. Vous savez qu'il y a aussi ce principe du compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Alors bien sûr, dans les faits, dans les textes, il n'est pas obligatoire à partir du moment où vous n'avez pas fait pendant 2 années consécutives plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Cependant, nous vous conseillons vraiment de prendre un compte bancaire dédié à cette activité. Alors, ça peut être un deuxième compte perso, ça peut être un compte en ligne, ça peut être un compte pro, parce que certaines banques ne font pas autre chose que des comptes pro, mais où ils vont supprimer un certain nombre de services pour diminuer le coût de ce compte bancaire. Mais très honnêtement, c'est beaucoup plus professionnel déjà d'avoir un compte bancaire spécifique pour votre activité professionnelle. C'est beaucoup plus confortable aussi parce que si vous avez besoin d'aller retrouver des factures, si vous avez un contrôle, ben, ça sera toujours plus facile d'avoir tout sur un compte professionnel plutôt que d'aller chercher des factures professionnelles au milieu de votre compte personnel. Donc, c'est aussi un conseil que l'on peut vous donner, ou dès que vous allez commencer à facturer, ben, c'est bien d'avoir un compte dédié à votre activité d'auto-entrepreneur. Pour votre protection sociale, on va appliquer un pourcentage forfaitaire sur le chiffre d'affaires que vous allez encaisser. Puisque pour les auto-entrepreneurs, là aussi, pour simplifier et pour que vous ne fassiez pas l'avance des cotisations,
donc ça va préserver votre trésorerie aussi de notre côté. Vous n'allez déclarer votre chiffre d'affaires que quand vous aurez encaissé le montant de la facture que vous aurez émise. Bien sûr, il y a des clients qui vont vous payer tout de suite, ça ne changera rien, mais vous pouvez avoir des clients qui vont vous payer en plusieurs mois. Et du coup, ça sera toujours plus intéressant de ne payer que quand vous aurez encaissé cet argent. Ce forfait social, vous allez cotiser du coup à l'intérieur de ce forfait social pour tout ce qui est assurance maladie, maternité, indemnité journalière, sauf pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAF, parce que historiquement, les professions libérales n'ont pas de cotisation pour les indemnités journalières, même si ça va changer à partir du mois de juillet de cette année, puisque suite à la pandémie, il y a une cotisation qui va être mise en place à partir de juillet 2021. L'invalidité d'essai, mais aussi les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire, et puis, bien sûr, la CSG-CRDS, qui n'est pas vraiment directement de la protection sociale, mais comme c'est l'URSSAF qui recouvre et que tout le monde la paie, ben, vous la paierez à travers ce forfait également. À cela, on rajoutera un pourcentage très réduit, comme vous pouvez le voir, hein, qui sera de 0,10, 0,20 ou 0,30 en fonction de votre activité, au titre de la contribution à la formation professionnelle. Et le fait de payer cette contribution à la formation professionnelle, ça pourra, pour que vous puissiez participer à des formations, vous pourrez avoir une partie qui sera financée par cette contribution à la formation professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette participation financière pourra, dans certains cas, vous permettre d'assister et de participer à des formations que vous ne pourriez peut-être pas assumer financièrement tout seul. C'est vraiment important, ça représente à peu près 1 200 € aujourd'hui par an pour un travailleur non salarié, donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut mettre de côté et c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut penser à demander si vous souhaitez participer à une formation. Et pour avoir un peu plus d'informations sur les cotisations sociales, nous avons créé un site qui s'appelle « À quoi servent les cotisations ?» que je vous conseille après d'aller voir sur le site avec le lien à partir du diaporama également. Quand on est auto-entrepreneur, alors le législateur a voulu là aussi simplifier la formalité, c'est-à-dire de dire bah, vous payez les cotisations et les contributions sociales, mais vous pouvez aussi payer l'impôt sur le revenu en même temps. Alors effectivement, ça peut être simple, mais ce n'est pas forcément intéressant. D'abord, il y a une base, c'est-à-dire que si votre revenu fiscal de référence excède les 27 794 € par part de quotient familial, c'est-à-dire en fonction du nombre de parts que vous avez dans votre foyer fiscal en 2019, déjà, vous n'avez pas droit à cette option, donc on laisse tomber. Si vous êtes en dessous, vous avez la possibilité d'opter sur cette option, mais elle n'est pas forcément intéressante. Pourquoi? Parce que même si les taux qui seront pratiqués sur le chiffre d'affaires que vous allez encaisser pour l'impôt sur le revenu sont très bas, puisqu'ils sont de 1 si vous êtes dans la vente, 1,7 si vous êtes dans la prestation de services en bénéfices industriels et commerciaux et de 2,2% si vous êtes en prestation de services en bénéfices non commerciaux, eh bien, il se peut que vous payiez beaucoup plus d'impôts en prenant cette option que sans la prendre. D'un côté, si vous la prenez, vous payez ces pourcentages très faibles sur le chiffre d'affaires global, alors que si vous ne la prenez pas, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires réalisé auprès des impôts. Et les impôts, avant de calculer votre impôt en fonction de votre activité, mais également aussi en fonction des revenus que vous avez dans votre foyer fiscal, vont faire un abattement qu'on appelle abattement pour frais professionnels. Tout à l'heure, je vous ai dit, on ne déduit aucune charge. Pour autant, dans les impôts, il va y avoir cet abattement pour frais professionnels qui va être de 71% si vous êtes dans la vente, de 50% si vous êtes dans de la prestation de services en BIC et de 34% si vous êtes dans de la prestation de services en BNC. Et ce chiffre d'affaires abattu sera réintégré dans le montant des revenus de votre foyer fiscal pour délimiter la tranche d'imposition et le montant de l'impôt. Donc, vous allez me dire comment on fait pour décider, pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi. Ben, la seule solution, c'est de faire des simulations sur le site des impôts au niveau du site impôt.gouv.fr dans le simulateur impôt sur le revenu. Et vous ferez d'un côté une simulation avec les revenus de votre foyer, l'option pour ce versement libératoire avec des chiffres d'affaires que vous allez déclarer, vous en prenez 2 ou 3, un celui que vous pensez faire, un peu moins important et un peu plus par exemple, vous voyez le montant d'impôt que ça peut vous faire payer.
Vous refaites la même simulation sans cocher la case pour le versement libératoire, mais en le déclarant de façon classique en BIC, bénéfices industriels ou commerciaux, ou en BNC, bénéfices non commerciaux. Et là, eh bien, en fonction du montant de l'impôt à payer, vous allez opter pour la solution qui sera la plus avantageuse pour vous. Mais faites bien attention, on ne peut pas revenir dessus sur l'année en cours en tout cas. Et si vous payez trop, que vous en apercevez trop tard, on ne peut pas, les impôts ne peuvent pas vous rembourser. Donc, c'est pour ça qu'on insiste bien, il faut vraiment que vous fassiez ces simulations sur le site des impôts. Toujours côté taxes et administration fiscale, à partir de la deuxième année, vous allez payer la cotisation foncière des entreprises qui sera payable en fin d'année. C'est-à-dire, si vous créez en 2021, vous le paierez vers le 15 décembre 2022. Si vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 €, puisqu'en dessous, vous êtes complètement exonéré, vous avez également des activités qui peuvent être exonérées de cette cotisation foncière des entreprises. Là aussi, je vous conseille de voir auprès des services des impôts des entreprises ou sur le site service public pour voir déjà quelles sont les activités qui pourraient vous permettre de ne pas payer cette cotisation foncière des entreprises. Pourquoi on ne peut pas vous demander de montant? C'est parce qu'il y a deux inconnus. Non seulement le forfait est décidé au niveau des communes, des intercommunalités, des métropoles, etc., là, selon l'endroit où vous habitez. Et en plus, après, ça sera en fonction de votre chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il est très difficile de donner une idée. Je reviens 2 secondes sur le versement libératoire. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que si aujourd'hui vous ne payez pas d'impôts et si vous ne pensez pas faire un chiffre d'affaires très élevé, dans 95% des cas, ça ne sera pas intéressant de prendre le versement libératoire. Si vous payez des impôts relativement élevés ou si vous pensez faire un chiffre d'affaires très élevé dès la première année, à ce moment-là, c'est intéressant de prendre cette option pour le versement libératoire. Au niveau de l'ACRE, pour les auto-entrepreneurs, depuis 2020, vous êtes dans l'obligation de compléter un formulaire que vous retrouverez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et pour en bénéficier, vous devez être soit demandeur d'emploi, indemnisé ou indemnisable, soit non indemnisé mais inscrit au moins depuis 18 mois, soit bénéficiaire du RSA, soit avoir moins de 26 ans, soit être non indemnisé, reconnu handicapé, avoir moins de 30 ans, et un certain nombre d'autres critères pour pouvoir en bénéficier. Et vous ne devez pas avoir déjà eu l'ACRE depuis au moins 3 ans par rapport à la date de fin de la précédente obtention de l'ACRE. Donc, si vous êtes dans tous ces critères, vous pouvez bénéficier de cet ACRE que vous devrez déposer, ce formulaire, entre le moment où vous allez déposer votre dossier d'immatriculation et les 45 jours suivants. Donc, on vous conseille de le faire tout de suite, comme ça vous n'oubliez pas. Vous aurez simplement à remplir le formulaire qui est très très simple et à joindre les justificatifs, carte d'identité et notification Pôle emploi par exemple, pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. L'ACRE pour les auto-entrepreneurs, c'est l'application d'un taux réduit entre le moment de la création jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. C'est-à-dire, aujourd'hui par exemple, vous créez, on est au mois de mars, vous allez avoir ce taux réduit jusqu'au 31 décembre 2021. Si en contrepartie, vous n'êtes pas pressé, puisqu'on est en fin de trimestre, pour créer votre activité, si vous n'avez pas des clients, des contrats qui sont en train de se bousculer, où il faut absolument signer tout de suite, eh ben, vous pouvez peut-être attendre le début du trimestre, c'est-à-dire à partir du 1er avril. Et dans ce cas-là, ce sera jusqu'au 31 mars 2021. C'est-à-dire que selon si vous commencez en début ou en fin de trimestre, vous pouvez gagner 1, 2 ou 3 mois. Alors, bien évidemment, encore une fois, si vous avez les clients qui sont là, on ne pose pas la question. Si vous n'avez pas de clients, si vous n'avez rien de particulier, essayez plutôt de commencer en début de trimestre pour en bénéficier au maximum. Du coup, vous aurez 6,4% à payer sur le chiffre d'affaires encaissé si vous êtes dans la vente, ou 11% si vous êtes en prestation de service ou en profession libérale non réglementée, BIC ou BNC. Et si vous relevez de la CIPAS, ce sera 12,10%, pourcentage auquel vous rajouterez les 0,10, 0,20 ou 0,30% de la contribution à la formation professionnelle. Puis, au bout de cette exonération, vous paierez bien sûr les taux réels, c'est-à-dire 12,8% dans la vente, 22% pour toutes les autres prestations de services ou professions libérales
Et vous voyez, là, vous avez le montant du versement libératoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des taux effectivement assez réduits, mais encore une fois, qui ne sont pas forcément avantageux pour vous. Une fois que vous allez avoir commencé votre activité, à un moment donné, il va bien falloir faire des déclarations. Toutefois, les déclarations ne se font pas tout de suite. Je prends l'exemple, si vous créez votre activité aujourd'hui, on est en mars, on va laisser passer le mois de mars, on va laisser passer 3 mois, c'est-à-dire avril, mai, juin, et vous ne ferez vos premières déclarations qu'au cours du mois de juillet pour les 4 premiers mois, mars, avril, mai, juin. Et après, bien sûr, vous ferez toujours vos déclarations. En juillet, vous ferez ces 4 premières. En août, vous ferez simplement la déclaration sur le chiffre d'affaires que vous aurez encaissé au mois de juillet, et etc. Ce sera ça après pour la suite de la vie de votre auto-entreprise. À partir de là, vous pourrez le faire soit sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, soit sur l'appli mobile auto-entrepreneur URSAF. Alors, pendant ces premiers mois, vous allez me dire, si j'ai des allocations de Pôle emploi, comment je fais, parce qu'ils me demandent des justificatifs. Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est absolument au niveau de la périodicité, quand vous allez avoir le choix de choisir, je ne sais pas pourquoi j'ai mon diaporama qui bouge tout seul, quand vous allez avoir le choix de choisir de déclarer ou payer mensuellement ou trimestriellement, eh bien, il va falloir absolument choisir la périodicité mensuelle. Comme ça, vous pourrez donner des justificatifs à Pôle emploi tous les mois, et cela vous permettra d'avoir en paiement le montant de vos allocations au plus près de ce que vraiment ils doivent vous payer, et le plus rapidement possible, sachant que vous pourrez leur joindre à votre actualisation au niveau de Pôle emploi votre justificatif de déclaration. Et comme pendant les 4 premiers mois, vous n'aurez pas la possibilité de faire ces déclarations, Pôle emploi vous donnera des déclarations sur l'honneur pour pouvoir justement leur dire mois par mois combien vous avez encaissé au titre de votre activité d'auto-entrepreneur. Et de toute façon, même si vous n'encaissez rien, il faut savoir que les déclarations sont obligatoires. Donc, il faudra même faire des déclarations à zéro si, par hasard, il y a des mois où vous n'encaissez aucun chiffre d'affaires. Au niveau des prestations sociales, tout à l'heure, je vous le disais, c'est la caisse primaire ou la CRAMIF qui fera les remboursements. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les prestations, il y en a certaines qui sont exactement, les remboursements sont les mêmes pour tout le monde. C'est une couverture de base universelle. Les remboursements Sécu sont les mêmes. C'est le cas pour les consultations, les remboursements, l'hospitalisation. Tout ça, c'est la même chose. Pour les indemnités journalières, ça, c'est pas du tout pareil. C'est sur la base du revenu journalier des 3 dernières années. Alors, bien sûr, vous dites, quand je commence, j'ai pas 3 ans. Donc, à ce moment-là, on ira voir quel était votre statut auparavant. Si vous êtes demandeur d'emploi en même temps, si vous avez du paiement d'allocation, on ira aussi voir, la caisse primaire ira vérifier les montants de prestations que vous avez et pourra calculer votre indemnité journalière. Mais imaginons que après, une fois que toutes ces aides, que Pôle emploi c'est fini, que l'ACRE c'est fini, etc., vous vous retrouviez et vous soyez obligé de vous arrêter de travailler, il faut se poser la question de savoir comment je vis, est-ce que j'aurai assez et de combien j'ai besoin par jour pour vivre, ne serait-ce que pour payer le loyer, pour manger, etc., etc. Donc, il y a de la prévoyance. On vous conseille de prendre une prévoyance en plus auprès d'un organisme privé, justement pour que vous puissiez être serein, au moins sur ce côté-là, si un jour, malheureusement, vous êtes obligé de vous arrêter de travailler et que vous n'avez aucune ressource à côté. Concernant la maternité, eh bien, vous aurez droit à des indemnités journalières d'interruption d'activité, sous certaines conditions, bien évidemment, mais là aussi, vous pourrez le voir sur les pages qui sont en lien sur le site. Il faut avoir été inscrit au moins 10 mois et avoir un minimum de revenus pour pouvoir en bénéficier, maternité et paternité, bien évidemment. Et pour les mamans, il y aura une allocation forfaitaire de repos maternel qui pourra vous être versée, là aussi, si vous avez à minima un revenu de 4 000 euros, pas de chiffre d'affaires, mais bien de revenus, c'est-à-dire le chiffre d'affaires avec l'abattement dont on parlait tout à l'heure des 71, 50 ou 34%. Côté accident du travail, c'est pareil, les travailleurs indépendants, quel que soit le statut juridique, en fait, n'ont pas de couverture accident du travail. Donc là aussi, on vous conseille éventuellement de prendre une prévoyance en plus pour ça, que vous pouvez prendre soit auprès de la caisse primaire, soit auprès d'un organisme privé,
Bien évidemment, les frais de santé et les indemnités journalières maladie pourront vous être versés. Mais par contre, quand on a un accident du travail et si on est couvert pour ça, il peut y avoir des indemnisations complémentaires. Et justement, c'est grâce à ces options supplémentaires que vous pouvez en bénéficier. Et puis la complémentaire santé, ça c'est complètement du perso, c'est-à-dire soit vous avez déjà une mutuelle, soit vous êtes couvert par un conjoint, une conjointe ou par vos parents, soit vous étiez salarié, vous avez encore une portabilité. Tout ça, c'est complètement du privé. C'est vous qui choisissez la mutuelle santé à laquelle vous serez rattaché. Côté retraite, pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, le calcul, la formule de calcul est exactement la même que pour les salariés, c'est-à-dire c'est sur le revenu moyen des 25 meilleures années de la carrière professionnelle. Pour les professions libérales, c'est complètement différent puisque déjà le mode de calcul, les options pour payer la retraite sont différentes. Donc là, il faudra voir vraiment avec la CIPAV qui sera votre organisme avec lequel vous serez en relation. Côté retraite complémentaire, ben, c'est un peu le principe pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est calculé en points en fonction du montant des cotisations que vous allez payer. Côté invalidité décès, alors bien sûr, ce n'est pas forcément le plus rigolo, mais enfin, il faut savoir que ça existe. Et du coup, il faut savoir qu'il y a une pension. Là aussi, c'est universel. C'est une pension qui est versée en fonction du revenu annuel moyen des 10 meilleures années d'activité. Et puis, quand vous le pourrez, ou si vous le souhaitez, vous pourrez également prendre de la retraite complémentaire auprès d'organismes privés à travers, par exemple, des plans d'épargne retraite qui pourront venir compléter les revenus de la retraite une fois que vous y serez. Pour valider vos trimestres de retraite de base, par contre, il va falloir, pour les auto-entrepreneurs, faire un certain montant de chiffre d'affaires pour valider 1, 2, 3 ou 4 trimestres de retraite de base. Aujourd'hui, pour tous les travailleurs indépendants, nous ne pouvons pas vous donner ce montant de chiffre d'affaires parce qu'un décret est en cours qui n'est pas du tout finalisé. Et du coup, il nous est impossible de vous donner les montants pour l'année 2021. En revanche, pour ceux qui dépendent de la CIPAV, vous le voyez, ça va de 2280 pour un trimestre à 9120 pour valider 4 trimestres. Ce qui peut être intéressant malgré tout, c'est que vous n'êtes pas obligé de valider vos 4 trimestres de retraite par la même activité. Je prends un exemple, vous êtes salarié à côté ou vous avez vos allocations Pôle emploi qui vous permettent déjà de valider vos 4 trimestres de retraite. Bon, ben, vous n'en validerez pas plus, puisque dans un an, il n'y en a que 4. En revanche, plus vous gagnerez de l'argent et plus au niveau du calcul, ce sera important. Mais si, par exemple, vous avez des allocations Pôle emploi ou si vous avez à côté une activité salariée à temps partiel qui ne vous permet pas de valider vos 4 trimestres de retraite, mais que vous en validez 2, par exemple. Et puis, avec votre activité auto-entrepreneur, vous pouvez en valider 2. Eh bien, on va cumuler les 2 et du coup, vous aurez bien vos 4 trimestres de retraite dans l'année. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir qu'on peut cumuler tout le montant des revenus pour essayer d'avoir 4 trimestres de retraite de valider, puisqu'on est encore sous cette réforme-là. Pour les autres assurances, au niveau de la famille, là aussi, c'est universel. Pour les allocations familiales, ça sera en fonction de votre situation de la famille et du montant des revenus. La formation professionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une formation qui n'est pas encore fusionnée avec le CPF, avec le compte personnel de formation aujourd'hui. Ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et du coup, si vous souhaitez faire des formations, il faudra que vous vous adressiez. Si vous êtes dans le commerce, à l'AGFIS, vous aurez les sites internet sur lesquels vous pourrez vous renseigner. Si vous êtes chez les artisans, c'est le FAP-CEA ou la chambre de métier. Et pour les professions libérales, c'est le FIF-PL qui pourra vous renseigner pour voir comment justement bénéficier de ces aides financières. Côté chômage, simplement pour votre information, à partir du moment où on devient chef d'entreprise, quel que soit le statut juridique qu'on choisit, on ne cotise plus à l'assurance chômage. En revanche, là aussi, si vous le souhaitez, il y a des assurances privées qui peuvent remplacer le chômage pour le chef d'entreprise. La sortie du dispositif, c'est quelque chose qui n'est pas forcément négatif, bien au contraire. Ça peut être un choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
vous avez commencé, vous êtes lancé avec l'auto-entrepreneur, et puis parce que votre activité se développe, que vous êtes obligé de faire, je ne sais pas, beaucoup de déplacements, ou que vous avez de plus en plus de frais, ça devient vraiment gênant de ne pas pouvoir déduire ces frais. Donc, vous allez décider de passer dans un autre régime que le régime fiscal de la micro-entreprise, et vous passerez à ce qu'on appelle le régime réel d'imposition, qui fera que vous aurez une comptabilité beaucoup plus complexe, mais qui vous permettra de déduire notamment toutes les charges d'exploitation. Ou alors, ça sera parce que vous allez dépasser pendant 2 ans les fameux seuils de chiffre d'affaires des 176 200 € ou les 72 600, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire que votre activité fonctionne bien, et que ça, c'est vraiment intéressant. Et donc là, on va vous dire, bah, c'est plus adapté à votre situation, donc il va falloir là aussi choisir une autre structure. Ou alors, à contrario, eh ben, ça sera parce que pendant 2 ans, vous n'aurez pas fait du tout de chiffre d'affaires. Alors, ça peut venir de n'importe quelle situation, soit parce que vous avez peut-être retrouvé un autre job et que vous avez un peu oublié que vous avez créé une activité. Enfin, en tout cas, si au bout de 24 mois, vous avez fait 0 de chiffre d'affaires, on va radier cette activité, vous demander si vous voulez la continuer, la relancer, ou si vraiment on arrête. Et dans ce cas-là, comme vous avez créé votre activité au début et que tous les organismes ont été prévenus de la création de votre activité, que ce soit l'INSEE qui vous aura transmis votre numéro SIRET, que ce soit les impôts, que ce soit l'URSSAF, que ce soit la caisse primaire, la caisse de retraite, etc., eh bien, il faudra faire la même chose. Il faudra aussi faire une formalité auprès du centre de formalité des entreprises ou sur autoentrepreneur.fr pour cesser cette activité, et que tous les partenaires soient au courant de la cessation de l'activité. Pourquoi? Parce que comme ça, votre dossier sera clos correctement. Et si vous avez envie de recréer une activité dans 5 ans, dans 10 ans ou même avant, eh bien, votre dossier sera clean et vous pourrez la créer tout de suite. Si ce n'est pas le cas, il restera toujours des traces d'une activité qui ne sera pas terminée correctement chez un des partenaires, et ça vous fera des tracasseries administratives avec des dossiers, des recherches à faire qui ne seront pas forcément intéressantes, et très honnêtement, on a autre chose à faire. Donc, pensez bien, je crée une activité et je la cesse de façon propre en faisant ces déclarations qui prennent 2 minutes. Sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous aurez beaucoup de services en ligne. Le principe, c'est qu'on veut que vous puissiez être autonome au maximum sur votre compte. C'est-à-dire que vous allez avoir votre historique, vous allez pouvoir déclarer, vous pourrez payer vos cotisations, soit par carte bancaire, soit par télépaiement. Ça sera à votre choix. Vous pourrez échanger avec nous. Éventuellement, si un jour, malgré tout, vous avez des difficultés financières, vous pourrez faire des demandes de délai de paiement aussi à partir de ce site. Et vous pourrez obtenir aussi, ce qui est assez intéressant, surtout quand on commence, ce sont des attestations, et notamment l'attestation de vigilance, qui prouve que vous êtes bien à jour de vos cotisations et que vous êtes déclaré correctement. Et là, très souvent, vous pouvez avoir vos fournisseurs au départ qui vont vous demander si vous êtes bien à jour. Si vous répondez à un marché public, il faudra aussi transmettre cette attestation de vigilance. Vous pouvez avoir des clients qui peuvent vous la demander. Et si vous êtes à jour, vous l'aurez instantanément à partir de votre compte en ligne. Et ces services-là, en fait, sont développés au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir le plus de bénéfices par rapport à ça. Simplement, avant de finir, ce que je voulais vous dire, c'est que l'URSSAF, en fait, on est vraiment un partenaire à vos côtés. On est là pour vous aider au moment de la création, mais également pour vous aider si tout au long de la vie de votre entreprise. Dans toutes les régions, maintenant, vous avez des accueils communs. Alors, bien sûr, en ce moment, c'est compliqué de vous accueillir physiquement, mais vous pouvez prendre des rendez-vous, vous pouvez téléphoner, échanger avec nous par mail. Il y a aussi de l'accompagnement dans le cas où vous seriez en difficulté. Bon, c'est le cas aujourd'hui pour ceux qui sont en plein dans la crise de la Covid, mais ça peut être aussi par rapport à des intempéries ou par rapport à d'autres situations difficiles de la vie de votre entreprise. On sera là pour vous accompagner. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, en fait, c'est faire l'autruche et se dire que ça va passer. Ça ne passe jamais. Et une fois qu'on vous connaît, en fait, on ne vous lâche plus. On est là à vos côtés, mais il faut nous parler. Si vous avez des difficultés, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le deviner. Et ça ne marchera pas toujours. On n'aura pas toujours une aide à vous proposer. Mais si vous ne posez pas la question, vous ne pourrez pas le savoir. Et il ne faut pas se dire c'est parce que je deviens travailleur indépendant que j'ai plus droit à rien. Au contraire, faites la demande. Ça marchera ou ça ne marchera pas. Vous pourrez avoir de l'action sociale auprès de l'assurance maladie ou auprès de la retraite, mais également auprès de l'URSSAF,
puisque avec le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant, on assure cette action sociale et vous pourrez avoir soit une aide forfaitaire, soit on pourra voir comment diminuer vos cotisations, soit vous faire des délais de paiement plus importants. En tout cas, si vous avez le moins de problèmes, il faut que vous posiez la question. On est vraiment là à vos côtés pour vous aider. La CIPAV également sera aux côtés des professions libérales réglementées pour vous aider si vous avez ces difficultés. En tout cas, juste avant de terminer, parce que je vois que l'heure approche, avec Alban, on voulait vraiment vous remercier pour cette attention. Je vous conseille vraiment le webinaire qui va suivre pour justement que toute votre préparation et tout votre enthousiasme à créer une entreprise eh bien, puisse se développer. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite, en tout cas sur toutes vos entreprises. Et puis, je pense qu'Alban a dû pouvoir vous répondre à beaucoup de questions. N'hésitez pas à consulter nos sites, le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, le site à quoi servent les cotisations pour savoir à quoi ça sert de payer des cotisations. N'hésitez pas à aller voir les liens qui sont sur ce diaporama et peut-être à une autre fois sur un autre webinaire. Merci beaucoup et bonne fin de journée.